Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur l'histoire de koh et on arrive à un point culminant, nous arrivons à l'âge d'or de koh quand koh était au sommet, quand koh était à son prime clairement. Nous avons cette année-là koh Palao, la saison 9 du coup est anonyme de koh tournée pour la première fois à Palao. Nous avons également le retour du coup de l'épreuve éliminatoire au premier épisode, celle qui était du coup présente lors du All-Star, la précédente saison. Ce que je trouve n'est pas forcément une bonne idée de mettre cet ajout dans une saison anonyme. Je trouve que c'était pas forcément une bonne idée. Et nous avons notamment, pour une petite anecdote, une candidate fantôme qui a été notamment Joël. Ce statut de candidat fantôme du coup est lié forcément à cette première épreuve éliminatoire qui a fait qu'ils ont fait tout ce chemin pour finalement retourner chez eux dès le premier jour de l'aventure. Et je pense que Joël, vu qu'on ne connaît pas tous les détails, n'a pas trop digéré cette élimination un peu, je dirais, humiliante. Donc forcément, elle a demandé, je dirais, de se cacher, de se flouter à l'écran, ce qui a été fait. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça, surtout dans une saison anonyme avec des candidats tout nouveaux. Donc voilà. Et nous avons également dans cette saison la première fois où dès le début nous avons tous les candidats qui sont réunis et qui pour la première nuit vont passer la nuit ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équipe constituée dès l'arrivée du naufrage. Et nous avons aussi du coup le retour du transfuge qui était notamment dans koh Pacifique, koh Vanuatu et koh Palawan. Du coup le fait de voler un candidat à son adversaire lors de l'épreuve du trek. Et du coup cette saison c'est assez marrant car le trek, les rouges et les jaunes ont eu égalité, le même nombre de balises. Donc pour le coup les jaunes ont volé Freddy qui était initialement chez les rouges. Et inversement, les rouges ont volé Louis Laurent qui était initialement chez les jaunes. Pour moi, ça a rendu quand même les choses assez intéressantes du fait que y a eu un switch carrément. C'est pas un candidat qui a été comme dans les saisons précédentes dans l'équipe adverse. Là, ça a été un échange. Donc, ça a apporté quand même pas mal de choses stratégiquement. Et nous avons notamment aussi dans cette saison un grand niveau stratégique. À part peut-être la saison 2 koh Nicoya, on a un côté stratégique assez exceptionnel, dirigé par le maître Patrick avec du coup Isabelle, du coup son bras droit, qui ont été vraiment un binôme stratégique très important dans cette saison. Et je veux dire aussi que cette saison n'a pas la réputation d'être une saison assez clean, assez belle, car il y a quand même beaucoup de choses qui vont être entravées. C'est-à-dire que dès l'épisode 1, on a une épreuve éliminatoire un peu foutue comme ça, un peu n'importe comment. Après, on a également aux ambassadeurs Alexandre qui est éliminé, mais qui revient sur une résurrection avec une petite épreuve où il doit trouver un coquillage. Donc on a l'impression que cette saison a été un peu trafiquée sur certains points, mais cela n'est rien comparé à, je dirais, à la qualité même de cette saison et de son divertissement et tout ça. Car Alexandre, en revenant, du coup, redonne l'avantage finalement aux ex-jaunes, car il a été trahi, vendu par Isabelle aux ambassadeurs. Mais finalement, Alexandre se blesse sur l'épreuve du parcours du combattant. Épreuve d'humilité qui avait notamment été annulée le jour d'avant avec un conseil annulé à cause du nombre très bas d'aventuriers en réunification. Ce qui est notamment aussi un défaut, je trouve que ça fait un peu tâche, mais bon. Pour le coup, ça va faire que Alexandre, éliminé médicalement, fait revenir Kader, le dernier éliminé, sur un conseil assez explosif des jaunes. Et Kader, lui, est assez revanchard vis-à-vis des jaunes, et notamment Pascal qui va faire une erreur stratégique monumentale qui va dire littéralement à Kader droit dans les yeux, on va t'éliminer aux portes de la finale, si tu viens avec les jaunes en gros. Et donc Kader, forcément revanchard, va avec Patrick et déclenche une égalité au conseil, le conseil de la réunification, l'un des plus cultes, qui déclenche du coup le tirage au sort entre Isabelle et Freddy. Et malheureusement c'est donc Freddy qui tire la pierre noire et qui donne du coup l'avantage aux rouges de Patrick qui vont vraiment animer, je dirais, la saison. Car après on aura de multiples éliminations assez surprenantes, notamment celle de Louis Laurent qui avait été faite dans le dos de Raphaël, et notamment
le conseil d'après, le blindside de Raphaël elle-même, qui élimine assez par surprise, mais aussi une rivalité au niveau du jeu, au niveau de la personnalité entre Patrick, le flemmard qui joue stratégique avec une idéologie de fou, de méchant, contre le gentil Rodolphe, actif sur le camp avec une idéologie de mérite. Et ça va tellement peaufiner la saison d'avoir une rivalité comme ça dans cette fin de saison, notamment avec du coup la chute de Rodolphe lors de l'épreuve des anneaux, où on aura Patrick et ses compères qui vont faire de l'anti-jeu pour empêcher Rodolphe de gagner l'immunité, et que ça avait été notamment aussi fait lors de l'épreuve de confort sur l'épreuve du pont de singe. Donc voilà, pour moi, une saison avec beaucoup de profils vilains, méchants, et qui va aboutir sur une victoire de Christina, qui aura bien manié son jeu avec des épreuves gagnées à droite à gauche. Donc pour moi, une gagnante assez mémorable, même si elle avait été éliminée avant la réunification. Elle a eu la chance de revenir sur un abandon médical. Donc pour moi, ça nous donne une saison assez exceptionnelle, avec du divertissement de fou furieux, avec également beaucoup de profils très stratégiques, très intéressants. On se rappelle notamment aussi de l'alliance des femmes OF5 qui se retourne contre Patrick et Kader et qui élimine Kader, porte de la finale. On a eu beaucoup de faits de jeu et beaucoup de moments mythiques, notamment avec des candidats assez mémorables. Pour parler de la gagnante Christina, qui est une gagnante, comme je vous l'ai dit, assez honorable, qui a su prendre les bonnes opportunités, qui a su gagner quelques épreuves, qui a su éliminer sa meilleure amie Raphaël pour atteindre ses objectifs. On a bien vu que sur les poteaux, elle les a remportés et a gagné la saison. Même si Christina, je trouve, a eu de la chance et a eu un bon discours final, car si elle avait foiré un peu ce discours final, si elle n'avait pas assumé faire toutes ces stratégies, tout ça, je pense pas que ça serait vraiment passé. Et pour le coup, elle a vraiment super bien joué, surtout sur le conseil final où elle a vraiment assuré. Et donc ça l'a fait remporter ce Koh-Lanta assez exceptionnel. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison du Prime de Koh-Lanta. Et finalement ça fait un peu grincer les dents de dire ça, car c'est Koh-Lanta, le choc des héros, le deuxième All-Star. Et quoique on peut même appeler ça un semi-All-Star, car le concept de cette saison, c'est de mélanger les sportifs de haut niveau, comme Franck Leboeuf, Myriam Lamar, Jamel Bourras, des grosses personnalités sportives assez connues et assez reconnues, contre des anciens candidats de Koh-Lanta, genre Grégoire, Freddy ou Kumba par exemple. Et finalement je pense que là Koh-Lanta avec cette saison, c'est vraiment proclamé, je dirais, une émission sportive, une émission qui fait glorifier le sport dans Koh-Lanta. Et on l'a bien vu dans cette saison, il y a eu rien, le néant stratégiquement. Et pour moi c'est un grand point négatif de cette saison, qui pour moi est très mauvaise. Clairement, elle fait partie de l'âge d'or de Koh-Lanta, mais elle n'est pas si bonne que ça. Et c'est une saison qui est tournée une seconde fois en Nouvelle-Calédonie. La première fois, rappelez-vous, c'était le mythique Koh-Lanta Pacifique, le Koh-Lanta 2005. Donc voilà, les sportifs de haut niveau versus les anciens candidats de Koh-Lanta. On a notamment aussi un nouvel ajout qui n'est pas des plus beaux, clairement, c'est les renforts. Voilà, l'épisode 2, nous avons chez les anciens aventuriers de Koh-Lanta Mohamed qui arrive pour un renfort. Et pour les sportifs de haut niveau, nous avons Taïg qui arrive pour renforcer l'équipe des Rouges. Et pour moi, c'est une très mauvaise idée, déjà que le casting, ils sont assez peu. C'est-à-dire que les renforts sont directement en position de faiblesse, directement sur un siège éjectable. Et on l'a bien vu pour Mohamed qui en a subi les conséquences, surtout qu'il était dans une équipe où il n'y avait pas beaucoup de points faibles. En tout cas, on a bien vu qu'il y a eu une grosse domination chez les jaunes, car ils connaissaient plus le jeu, même au niveau des épreuves. Vraiment, ça s'est beaucoup plus ressenti, même si au niveau des épreuves, c'était comme un gros point positif d'avoir des anciens sportifs de haut niveau, car on avait bien vu que ça faisait des gros duels assez exceptionnels. On a aussi une réunion des ambassadeurs qui est pour moi vraiment mal exploitée. C'est la réunion entre Christina et Taïg, qui était un duel finalement, le duel du bambou sur la tête, qui est remporté étonnamment par Christina. Ça, c'est pas forcément le point négatif. Le point négatif, c'est la règle. C'est-à-dire que Christina, en gagnant ce duel,
ne peut pas éliminer une personne de sa tribu. Donc forcément, Tychris est obligé, donc il n'y a plus de réunion en gros, il est obligé d'éliminer quelqu'un de sa tribu, ou soit de s'éliminer lui-même, donc d'abandonner, forcément. Donc ça a donné un côté vraiment où tu rabâches une nouvelle fois le fait que si tu es le plus fort physiquement, si tu es le plus fort au niveau des épreuves, forcément tu vas gagner le duel des ambassadeurs, alors que dans Koh-Lanta, le duel des ambassadeurs, surtout dans la saison d'avant, c'était celui qui avait le plus d'arguments, celui qui était le plus fort stratégiquement, celui qui pouvait faire craquer son adversaire. Là, c'était absolument pas le cas. Donc, sacrifice de Gwendal, qui était notamment peut-être le sportif de haut niveau le plus intéressant, qui saute notamment juste avant la réunification, donc assez compliqué de garder espoir sur cette équipe des Rouges. Et on a donc un Pagonjin sur les sportifs de haut niveau, à l'exception que Christina, en étant plus motivée, abandonne entre temps sur un conseil surprise, un abandon déguisé forcément. Compliqué d'avoir un abandon avec une candidate de cette telle envergure. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment sur la saison Koh-Lanta Palau, elle était vraiment vue comme la grande gagnante de la saison. Donc un peu compliqué d'abandonner avec un statut pareil. Donc voilà, et pour le coup, une nouvelle fois, vraiment, je trouve que c'est vraiment le point noir de l'âge d'or, c'est cette saison. Avec le moment le plus intéressant, le F5, c'est-à-dire que ils ont éliminé tous les sportifs de haut niveau. On a le seul moment croustillant où ils vont s'éliminer entre eux. Et bah non, ils foutent un F5. C'est-à-dire que finale à 5, 5 à l'orientation. Tous les jaunes sont à l'orientation. Et donc, il y aura 2 éliminés à l'orientation. Et donc, les poteaux. Finalement, avec Christophe, Grégoire et Freddy. Poteaux assez mythiques, il faut dire. Avec une finale assez dantesque. Avec une finale avec Freddy et Grégoire qui... voilà, voyant qu'ils allaient tenir des heures, du coup même peut-être la journée entière, se disent qu'ils vont faire cette finale à un pied. Denis finalement accepte et donc c'est Grégoire qui gagne les poteaux et gagne finalement la saison en étant, je vais dire, la rédemption de ce All-Star. Là on a vraiment l'impression que ce All-Star est taillé pour lui, pour qu'il gagne, pour qu'il soit le héros déchu qui finalement a son heure de gloire. Et pour le coup moi je trouve ça pas ouf. Même si la finale Freddy Grégoire est assez exceptionnelle à voir, quand tu regardes derrière ce qui s'est passé dans la saison, c'était vraiment pas terrible, assez inintéressant. Pour moi, les candidats assez mémorables, on a Grégoire forcément au niveau des épreuves, avec Freddy également, ils ont été un binôme assez exceptionnel. Mais on a également eu Myriam Lamar qui pour moi a été une candidate qui a un peu donné du fil à retordre à nos compères, à Freddy et Grégoire. Et voilà, ça a été une candidate qui a été vraiment très forte au niveau des épreuves, notamment, je pense, plus fort que Freddy dans cette saison. C'était vraiment Grégoire et Myriam Lamar qui étaient les plus forts dans les épreuves. Freddy, plus, au premier plan au niveau social. C'est-à-dire que Freddy, je pense, était plus fort socialement que Grégoire. Et si Freddy avait gagné les poteaux, je pense qu'il aurait peut-être eu la chance de gagner face à Grégoire. Et finalement, voilà, Grégoire avec l'image et tout ce qu'il avait autour de lui gagne la saison assez logiquement, j'ai envie de dire. Ça m'a pas trop étonné personnellement. Et finalement, j'ai envie de parler aussi d'un dernier candidat, c'est Christophe, le traître de Koh-Lanta Caramoan qui finalement, retrouve un peu sa gloire dans cette saison où il arrive 3ème en étant le sympathique ch'ti original de Koh-Lanta Caramoan, prendre sa revanche sur son premier Koh-Lanta qui s'est très mal terminé, on s'en rappelle. Et pour le coup, ça a donné quand même pour moi des bonnes personnalités, mais honnêtement, une saison qui fait un peu de tâche dans l'âge d'or de Koh-Lanta. Donc après ce flop, ce All-Star un peu raté, qui est donc Koh-Lanta le choc des héros, on se retrouve la même année en 2010 pour Koh-Lanta Vietnam, donc pour la première fois au Vietnam, sur un retour du homme versus femme, retour de la guerre des sexes. Petite subtilité du fait que on aura 2 sacrifices, c'est-à-dire Boris et Véronique, qui vont du coup alterner d'équipe. Boris étant un homme va aller chez les femmes et Véronique étant une femme va aller chez les hommes. Moi je trouve que ça a été quand même assez intéressant comme petit concept de faire ça, notamment pour un peu pimenter, pour aussi
voir ce qu'une femme peut apporter à des hommes dans une équipe de Koh-Lanta et inversement. Je trouve que c'était vraiment une super idée de faire ça. Et comme pour Koh-Lanta, du coup, Las Perlas, le twist va durer seulement 2 épisodes. Nous avons aussi le retour du swap. Oui, depuis Koh-Lanta Las Perlas en 2004, une nouvelle fois, on n'avait pas eu de swap. Et finalement, le swap, pour moi, a fait un grand bien à la saison. Même si, bon, c'est vrai qu'on n'aura jamais, pour le coup, eu le twist, du coup, homme versus femme qui aurait duré jusqu'à la fin de la pré-réunification. Mais finalement, est-ce une bonne idée de faire ça jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, le swap fait en sorte que l'équipe des rouges est vraiment plus performante et plus soudée que l'équipe des jaunes, qui est vraiment une équipe qui se fait décimer, et on le voit. On a notamment aussi au début un Philippe, du coup, qui va être assez intéressant. C'est lui notamment qui va être très important au niveau de la survie. Il va faire le feu, il va faire un tipi pour son équipe, il va être vraiment, je dirais, au sommet chez les rouges, mais finalement avec le swap, il va aller chez les jaunes, il aura tout perdu. Et on a quand même le début du règne du tyran Claude. Voilà, Claude, le roi Claude, le grand tyran, qui va notamment un peu tirer les ficelles, on va voir, enfin tirer les ficelles devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il était vraiment le maître du jeu. Et on va bien le voir avant la notification sur le blindside d'Audrey, qui sera éliminée à la place de Marine, dernière venue, pour le fait qu'elle faisait pas grand chose. Et Wafa, on s'en rappelle, l'a assez mal pris car Claude a un peu fait ça en douce. Et donc réunification assez intéressante car on a un gros bloc rouge soudé en éliminant Abdella et Marine. Voilà, Abdella qui était un peu le traître, hein, c'est lui qui était plus dans l'idéologie du roi Claude, du grand tyran Claude. Donc il a été écarté. Pareil pour Marine, qui était notamment une jaune arrivée chez les rouges. Et on va voir que cette saison Koh-Lanta Vietnam sera très intéressante au niveau réunification, car on aura de très grands moments cultes, mais également aussi des grands moments stratégiques, pour signifier aussi que pendant toute la partie réunification, toutes les épreuves d'immunité vont être remportées par Claude et Philippe, ce qui est quand même assez exceptionnel quand tu regardes la brochette d'aventuriers que tu as, avec notamment des Wafa, des Kunle, même des personnalités un peu plus en retrait mais qui étaient assez fortes dans les épreuves, notamment Marine, notamment aussi Aurélie qui avait quand même un beau, je dirais, des belles performances dans les épreuves. Et à un moment assez crucial du jeu, Laurence, qui va se révéler stratégiquement, va proposer à Philippe une grosse élimination, c'est-à-dire éliminer Claude à un moment où Claude n'est plus immunisé. Mais finalement, Philippe, dans l'ombre de Claude, balance au grand jour la proposition de Laurence, qui voulait renverser Claude en fait. Et donc Laurence est éliminée comme ça du tac au tac. Et pour le coup, on va voir que Philippe va toujours amener tout ça en douce, avec notamment aussi le fameux confort, avec notamment la fameuse poire au chocolat que Philippe va remporter et qui va décider de partager à tout le monde, sauf lui-même, et il va la donner à tout le monde. Tout le monde va en profiter sauf lui, mais pour le coup tout le monde va tomber dans le piège, alors que Philippe, on voit finalement qu'il fait ça vraiment pour amener le social vers lui, pour être la pièce centrale du jeu. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel qu'un candidat sache jouer de ces petits vices là du jeu pour finalement devenir un peu intouchable. Et on l'a vu, il était pas du tout apprécié au jury final, mais tous les candidats qui étaient en réunification à la fin du jeu le glorifiaient comme étant le meilleur aventurier de la saison, alors qu'il n'a pas forcément fait les choses les plus honnêtes dans le jeu, contrairement à Claude, qui lui a été beaucoup trop honnête, on va dire, avec son caractère, et un peu malhonnête sur certaines choses. Et on l'a vu avec notamment l'histoire de la banane, où il va se faire complètement afficher Claude, lui-même et Kunle, qui vont se faire afficher par Denis Brognard, ce qui va du coup leur mettre clairement une grosse cible dans le dos pour ces deux aventuriers là. Et à 2 conseils de la fin, ça n'a pas loupé pour Kunle, qui a été éliminé aux portes de la finale à cause de cette histoire là, mais notamment à cause de Philippe, qui va du coup pousser pour éliminer Kunle à la place de Claude, qui n'était pas immunisé, car Philippe lui-même avait gagné la dernière immunité, et Philippe avait une petite dent, on va dire, même grande dent, on va dire, contre Kunle, qui avait cassé sa flèche et qui l'avait empêché de voir sa femme, en gros, pour l'épreuve du tir à l'arc, l'ultime confort. Et donc finalement,
Philippe ramène avec lui du coup Claude jusqu'au bout, jusque sur les poteaux, avec une Wafa qui fait malheureusement un malaise sur les poteaux qui du coup l'empêche de gagner. Philippe finalement remporte les poteaux, prend avec lui le tyran Claude, détesté par tout le monde dans le jury, et remporte Koh-Lanta Vietnam en étant, je dirais, le candidat qui a le mieux joué de l'histoire de l'émission. Et pour moi, Philippe, c'est peut-être le candidat qui a tout compris au jeu. C'est lui qui a, je dirais, tout planifié. Il était venu à Koh-Lanta pour gagner. On a bien vu que chaque décision qu'il faisait, c'était pour remporter Koh-Lanta. Notamment aussi, on l'a bien vu aux portes de la finale, il avait l'occasion d'éliminer Claude. Il a décidé d'éliminer Kouné, car il savait que Kouné était un candidat plus apprécié que Claude, et même de lui-même. Lui-même était pas apprécié. On l'a bien vu avec le jury final qui a été assez froid envers Claude, mais envers Philippe également. C'est-à-dire que Philippe avait vraiment intérêt de choisir Claude avec lui pour le F2. Car que ça soit Wafa, Véronique, Kouné, tout ce que tu veux, il aurait, je pense, forcément été perdant. Donc voilà, Philippe a vraiment fait les meilleurs choix. Et pour moi, il remporte Koh-Lanta Vietnam, mais vraiment d'une façon tellement sublime. Vraiment, il est ancré en plein milieu de l'âge d'or de Koh-Lanta. Et c'est vrai que la même année, retrouver un Koh-Lanta anonyme avec autant de stratégies, avec autant de profils intéressants, ça nous a vraiment retourné, remis sur les rails de ce fameux âge d'or de Koh-Lanta dont on parle. Et on va arriver du coup à la prochaine saison, la saison qui fête les 10 ans de Koh-Lanta, Koh-Lanta Rajang Path. Nous avons affaire à la saison la plus référencée par les fans, celle qui est considérée comme la toute meilleure par la majorité des fans, même s'il y a divergence avec d'autres saisons assez connues, mais qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé, car elle réunit tout ce qu'on préfère et tout ce qu'on adore dans Koh-Lanta. Rivalité, dramaturgie, divertissement stratégique, duel sportif, survie, on a tout dans cette saison, et c'est notamment la saison qui du coup amène pour la première fois les colliers d'immunité, donc un ajout hautement stratégique qui va notamment faire de belles surprises dans la saison. Donc Koh-Lanta Rajang Path en 2011 en Indonésie, dans l'archipel de Rajang Path forcément, pour la première fois 20 candidats, et on a vraiment des candidats assez exceptionnels, notamment Maxime, le cerveau belge, le candidat stratège par excellence. À cette époque-là, Maxime était vraiment un génie, et beaucoup ont voulu le copier, mais sans jamais l'égaler, alors qu'il a fait des choses assez exceptionnelles, hein. Vraiment, il a joué double jeu avec les 2 premiers conseils qui ont été épiques, où il a déclenché 2 premiers blindside, où il a manipulé complètement son équipe rouge en étant le gars assez simplet, assez gentil, qui se cache un peu derrière les femmes, alors que c'est lui littéralement qui tirait toutes les ficelles, en discréditant Catherine vers Lisa, pour que Lisa vote contre Catherine dans le vote noir, en faisant des choses assez subtiles mais assez exceptionnelles. Et le gars fait forcément la chose que tout le monde connaît, le faux collier d'immunité, le faux collier assez pourrave, on va le dire, mais rien d'avoir l'idée de faire ça est assez exceptionnel. Il a deviné que la prod allait cacher des colliers d'immunité sur le camp, en voyant le premier jour que Patricia et Anthony ont bénéficié du coup du premier collier d'immunité, qui pouvait jouer seulement lors de leur premier conseil, car ils étaient arrivés, car ils avaient gagné en fait la première épreuve, l'épreuve du naufrage. Donc assez exceptionnel d'avoir un tel candidat pour la première saison, qui a introduit quand même les colliers d'immunité. C'était assez incroyable. Et Maxime, malheureusement, on va être éliminé aux ambassadeurs sur finalement quand il se fait dévoiler au grand jour, hein, avec notamment le clash mythique avec Olivier qui les traite de menteurs. T'es un menteur en disant c'est quoi ce collier, quoi. C'est vraiment c'est pourri, quoi. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que il s'était fait avoir peut-être malheureusement un peu trop surjoué. On a eu notamment aussi GG, l'amoureux des chats, assez exceptionnel comme candidat, qui nous a offert tellement de divertissement, hein. Chez les jaunes, il a été un peu hué, craché à la gueule, c'était vraiment le rejeter, alors que on voyait qu'il voulait faire le bien de sa tribu. Et finalement, voilà, c'est cette épreuve mythique, hein, l'épreuve des pierres sous l'eau, il fait du surplasme, c'est assez incroyable. Et quand il va voir Delisia
l'épreuve des insectes là, où il va dire qu'on n'est pas foutu de réussir une épreuve, on ne vient pas à Koh Lanta. Mais GG, le jeu de confort précédent, tu l'as fait perdre, car malheureusement tu ne savais pas nager quoi, et donc tu as fait perdre ton équipe. Donc voilà, c'était quand même assez exceptionnel. Et dans la même équipe, on a eu aussi Steve et Nawel, dans l'équipe des jaunes, qui ont abandonné. C'est-à-dire 2 abandons en 2 épisodes d'affilée, c'était assez exceptionnel. Donc 2 abandons non remplacés. C'était la première fois que les abandons volontaires dans une saison n'étaient plus remplacés en fait, pour privilégier le côté mérite et le côté un peu du fait que maintenant c'était que les abandons médicaux qui étaient remplacés, et le fait d'abandonner volontairement, c'était vraiment, je dirais, un symbole de pénalisation pour une équipe. Et on l'a bien vu pour Steve et Nawel, ça a vraiment pénalisé l'équipe des jaunes. Donc les jaunes qui ont tout perdu dès l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 6, ça a été que des jaunes qui ont été éliminés, au conseil en tout cas. On arrive notamment aussi à la réunification avec le premier coup d'éclat sur du coup le collier d'immunité joué par Patricia. Elle l'a utilisé à bon escient pour éliminer Olivier, le patron des rouges. Donc c'était assez exceptionnel, on se rappelle que tout le monde était assez surpris. C'est vrai que cette réunification est vraiment exceptionnelle, et je pense que Martin en est l'un des meilleurs acteurs en fait, car au début il se clash un peu avec Florence, ce qui fait que Florence est éliminée blindside par Martin et les jaunes, car Martin n'avait pas accepté le comportement de Florence. Après le blindside d'Olivier, ou 2 blindsides d'affilée, c'était assez exceptionnel. Finalement, Martin est éliminé lui-même, mais il revient sur l'abandon médical du Virginie. En revenant, il prend sa revanche sur les jaunes et il décide de vouloir éliminer tous les jaunes. Et donc, ça nous a donné un Dark Martin assez exceptionnel, qui était fou furieux dans les épreuves, qui était exceptionnel en survie et en stratégie. Et ça nous a donné une fin de saison assez incroyable, avec l'ultime immunité avant la finale de Koh Lanta, entre le Tahitien, le cuisinier assez sympathique, toujours droit dans ses bottes, toujours à essayer de se sauver, hein, vu que c'était lui le dernier jaune littéralement de la saison à ce stade-là, et Martin, le patron littéralement des rouges, qui a pris la relève de Olivier, le gamin un peu fou furieux. Et pour le coup, ça nous a donné un duel mais d'exception, avec une chute, la chute de Martin en porte de la finale, laissant Théoura arriver jusqu'en finale face à Gérard, hein, Gérard qui gagne les poteaux notamment et qui remporte cette saison. Gérard est un excellent gagnant. Bref, ce qu'on retient de cette saison, c'est Théoura forcément, avec ses 6 victoires individuelles où il a été exceptionnel. Sur le camp, ça a été incroyable. C'était pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta qu'on avait un candidat, je dirais, qu'il connaissait déjà l'environnement de Koh Lanta. C'est-à-dire que Théoura, c'est quelqu'un qui a grandi un peu dans ce milieu-là. Et je trouve que c'est pas forcément un cheat code. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Je sais que pour certains, ça peut être décrié comme quoi c'est peut être un peu avantagé grâce à ça. Mais pour moi, ça a apporté tellement à l'émission. Et Théoura, c'est devenu vraiment une pointure. Et pour moi, un excellent aventurier. Sur ce premier Koh Lanta en tout cas. En tout cas, ce Koh Lanta là nous a offert vraiment des magnifiques rivalités. Également entre Patricia et Florence. Florence qui est vraiment la furie de Rajampat, hein, on la connaît pour ce surnom, pour son comportement un peu volcanique. C'était assez incroyable. Patricia, la maman du lot, assez ouf aussi, avec ce profil de candidate assez outsider qui va assez loin, toujours plus loin, aussi grande stratège, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi elle qui manipulait un peu Martin. Et bon, elle s'est fait éliminer sur un conscient surprise. Martin ne s'était pas fait avoir une deuxième fois. Et donc on va enchaîner ensuite avec le prochain All-Star. Et c'est vrai que là on enchaîne vraiment ça fait du bien de parler d'une période où t'as vraiment que des classiques, que des exceptionnelles saisons. Et là on va parler de Koh Lanta, la revanche des héros, officiellement le Koh Lanta All-Star avec le meilleur casting. Comment tu veux faire mieux que ce casting là? Je vous l'affiche à l'écran forcément, mais incroyable casting. T'as littéralement, à quelques exceptions près, tous les gros noms, tous les gros candidats les plus intéressants des dernières années de Koh Lanta, de toutes les périodes jusqu'alors, jusqu'à 2012. Donc tu as vraiment un casting exceptionnel, et notamment aussi le cadre. Pour la première fois au Cambodge, tu as vraiment une saison qui, sur le papier, va être exceptionnelle. Et ce qui est super satisfaisant, c'est que ça l'a été en fait. Et pour le coup, démarrage d'exception avec un parcours du combattant d'anthologie,
avec Freddy qui s'affirme en tant que gros challenger qui est vraiment là pour gagner cette fois-ci. C'est pas comme son premier, c'est pas comme son deuxième Koh-Lanta où il est arrivé second. Cette fois-ci, il va être le personnage principal de ce Koh-Lanta là. Et on va être honnête, la pré-réunification, c'est un peu lui qui l'a animé, surtout chez les jaunes. Assez incroyable aussi chez les rouges, hein, dès l'épisode 2, la guerre du coup entre Patrick, du coup le roi né de Koh-Lanta Palau, et Claude, du coup le tyran de Vietnam, versus Nicolas, le grand stratège de 2002. C'est-à-dire que Nicolas va essayer d'amener Théoura dans son camp, et pour le coup, pour contrer un peu du coup l'autre moitié d'équipe avec Claude, c'est-à-dire qu'il était prêt à faire un blindside contre Claude dès l'épisode 2. Donc voilà, il fallait juste que Théoura le suive, mais finalement ça n'a pas fonctionné et Nicolas malheureusement est éliminé épisode 2. Mais en tout cas, ça nous a offert, je dirais, un clivage niveau stratégique chez les rouges dès le début. En tout cas, réunification assez explosive, car on va se retrouver avec l'émission de Patricia aux ambassadeurs sur un duel, mais cette fois-ci un duel plus intéressant que dans le choc des héros. C'est-à-dire qu'on a une réunion des ambassadeurs avec Claude et Francis qui débattent comment ils vont envoyer du coup leurs émissaires pour faire leur duel là. Et finalement, le duel est éliminatoire. Là, pour moi, il y a un réel intérêt, contrairement au choc des héros où c'était directement les ambassadeurs qui faisaient le duel et que celui qui perdait était obligatoirement obligé d'éliminer une personne de sa tribu. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sens. Là, cette fois-ci, il y avait un beau sens car on a bien vu Francis a envoyé au casse-pipe Patricia qui a été éliminée contre un Théoura forcément beaucoup plus fort que elle. Et donc Patricia a un peu explosé devant tout le monde. En faisant notamment, pour moi, peut-être l'étincelle du revirement de Maud, du coup, premier épisode de la réunification de Koh-Lanta, la revanche des héros, où Maud, du coup, pour le coup, change, fait volte-face avec les jaunes et va avec les rouges, et donc élimine Francis, du coup, l'ambassadeur, c'était marrant quand même cette situation, car Francis disait à Claude, si tu me suis pas, tu es le premier à virer, et finalement, c'est lui qui dégage en premier. Donc on voit notamment cette fois-ci Maud qui est vraiment la traîtresse de ce Koh-Lanta et de cette partie réunifiée. Donc avantage pour les rouges avec Maud, et donc Freddy perd complètement les pédales et il se fait éliminer au conseil qui suit car il a fait un peu d'anti-jeu sur l'épreuve des aveugles en voulant aider Bertrand. Il disait des fausses directions à Théoura, donc son adversaire qui était dirigé par Kumba, et donc voilà, il a été directement puni. Je me rappelle que c'était assez mythique, surtout que c'était en plein soleil, dans les fougères et tout, c'était assez exceptionnel. Donc voilà, c'était assez fou. Et donc élimination aussi un peu plus tard dans le jeu de Théoura qui était dans l'équipe des rouges, l'équipe majoritaire. Une élimination car il faisait un peu trop peur quoi. Il avait quand même commencé à gagner quelques immunités à droite à gauche et donc voilà, ça a commencé à faire peur à certains, dont Patrick et Kumba, mais notamment aussi Claude, qui n'avait pas forcément assumé la responsabilité d'éliminer son pote Théoura, avec qui il avait partagé un confort et avec qui il s'entendait super bien. On a eu une élimination assez surprenante de Théoura qui se fait littéralement éliminé par surprise, et même lui tombe des nues complètement quoi. Et donc c'était une super élimination car il était jugé trop fort en fait. Et donc voilà, on arrive aussi au dernier épisode avant la finale avec une exceptionnelle épreuve éliminatoire. Et oui, hein, franchement, c'était la première fois qu'on avait une épreuve éliminatoire juste avant la finale. Ça, c'était assez ouf. Et Moussa, malheureusement, s'est fait éliminer sur cette épreuve-là. Moussa qui a eu un comportement un peu déplorable quand même face à Maud, il faut le dire. Et donc, on arrive à l'orientation. Orientation à 5. Finalement, Patrick et Kumba sont éliminés. On arrive sur les poteaux. Claude remporte les poteaux. On se dit tous, il va amener avec lui Maud, la traîtresse, celle qui a trahi les jaunes. Et finalement, il choisit Bertrand, celui qui a complètement changé de visage comparé à son premier Koh-Lanta où il était celui qui était le leader charismatique, qui hurlait, qui avait le côté vraiment militaire. Cette fois-ci, dans ce Koh-Lanta, il était plus en retrait. Et finalement, il accède à la finale car Claude le choisit. Donc forcément, il ne faut pas être bête pour du coup s'imaginer qu'il y a eu des contrats, forcément aussi le pacte financier. Et qui donc nous amène à une victoire de Bertrand qui paradoxalement a moins géré ce Koh-Lanta là que son premier, dans son premier c'était vraiment lui le leader, c'est lui qui vraiment avait toute son équipe derrière lui, qui arrivait sur les poteaux plus serein que jamais,
et qui vraiment avait vraiment géré son Koh-Lanta du début à la fin. Là, on peut dire qu'il a un peu, je dirais, subi son Koh-Lanta, mais il est toujours resté actif, il est toujours resté droit dans ses bottes en fait. Il n'est pas forcément allé titiller un peu à droite à gauche comme Moussa ou comme certains d'autres, comme Freddy. Il est plus resté en retrait. Et franchement, on a bien vu que ça a super bien fonctionné, car socialement, il a vraiment évolué. Et donc, il a gagné ce Koh-Lanta haut la main face à un Claude qui était plus stratégique et qui a notamment aussi été dans l'équipe des Rouges. Et on a bien vu que Bertrand, avec les jaunes, était en majorité au jury final, donc forcément plus de chances de gagner. Donc, un Koh-Lanta All-Star d'exception. On a vraiment des personnalités assez ouf. Et même Patrick, j'ai oublié de le dire, il trouve 2 colliers d'immunité, c'était assez marrant notamment. Et qui commence l'année 2012 assez bien. Et donc on va terminer, Koh-Lanta Malaisie, avec la première saison tournée en Malaisie forcément, avec un twist assez intéressant, c'est le twist des bannis. C'est-à-dire que dès le premier épisode, il y a 4 aventuriers qui ne seront pas choisis par aucun des 2 capitaines d'équipe, qui seront bannis sur une exil. Et pour le coup, la préunification est vraiment menée par les jaunes. Les rouges font beaucoup de défaites, notamment une élimination assez triste, c'est l'élimination sur forfait médical de Sarah, qui, il n'y a pas de fatigue qui soit, on s'en rappelle quand elle hurlait sur l'épreuve du radeau, a dû malheureusement abandonner médicalement sur une otite. C'était assez tragique. Et on arrive notamment au moment le plus culte à la réunification, avec le coup de collier, où Namadia sort son collier en disant la fameuse réplique j'ai pensé avoir les fesses chaudes, je vais faire un peu de refroidissement à tout ça, et puis là il donne le collier avec son grand sourire. C'était pas mal marrant, et en plus le mot ravière qui sort avec le mot ravière, c'était assez marrant, et Ravière qui n'avait rien vu venir, du coup c'était assez jouissif. Et aussi la première fois dans une saison qu'on a eu les binômes. Donc là, les destins liés, les binômes, c'était assez exceptionnel, surtout dans cette saison où on a encore un coup de collier, où Thierry et Myriam, notamment Thierry, jouent son collier en éliminant le binôme Camille et Catherine, ce qui était quand même un super blindside, assez sous-côté, c'est vrai, on n'en parle pas souvent, mais c'était une belle élimination. C'est-à-dire le binôme mère-fille qui se fait éliminer, c'était assez exceptionnel. Donc ça continue dans la même lignée avec un Pagonjin déguisé, clairement. C'est-à-dire que c'est un Pagonjin mais qui est intéressant. C'est un Pagonjin au niveau des éliminations. On aura même Thierry qui se fait éliminer 2 fois d'affilée. Ouais, c'est vrai que sur le papier ça fait un peu lourd à regarder. Mais non finalement, car à chaque épisode, dans la saison, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de retournements. On ne sait pas trop comment ça va se produire, comment ça va se passer. Finalement, ça déclenche sur un Pagonjin, mais je dirais que le résultat n'est pas finalement ce qui m'importe le plus, surtout dans cette saison. C'est surtout toutes les stratégies qu'il y avait autour, tous les retournements de situation, avec notamment la trahison de Bernard. Et parfois, ça t'énervait aussi quand t'avais une Vanessa qui faisait capoter tous les plans, Mais ça nous a donné quand même des belles éliminations tout de même, avec des beaux blindsides, avec des colliers, avec aussi des belles personnalités, des belles victoires, notamment de Phil, qui en a gagné quand même pas mal. 5 totems, je crois, c'est assez exceptionnel. De mémoire, je crois. Faut pas que je me trompe, mais bon. En tout cas, assez incroyable. Et Phil aussi, qui marque la saison, surtout à l'orientation, il offre son poignard, il donne son poignard à Vanessa. Il le donne à Vanessa car il avait gagné ce poignard d'une façon pas très jolie, c'est vrai, car il avait poursuivi Vanessa, il n'avait pas fait les étapes comme il fallait. Pour le coup, il avait volé, chippé le poignard à Vanessa. C'était assez lourd, mais bon, en tout cas, c'est vrai que la réaction de Vanessa m'avait un peu agacé, mais bref, ça restait quand même un moment assez culte au fil. Du coup, se sacrifie littéralement pour Vanessa. Et donc finale avec Hugo qui gagne les poteaux et qui choisit Brice et qui gagne forcément presque à l'unanimité face à Brice qui était jugé comme le méchant stratège. Et pour le coup là, Hugo gagnant assez sympa, peut-être un peu trop fantomatique, contrairement à Gérard. Je trouve que là il a moins eu d'occasion de jouer, il est vraiment resté dans l'ombre complet. Même si j'aime beaucoup la personnalité d'Hugo, je trouvais qu'il s'est quand même pas mal révélé, surtout en fin de jeu, en gagnant l'épreuve du tir à l'arc, l'épreuve notamment aussi de l'équilibre sur l'eau face à Myriam, c'était quand même assez marquant. Et aussi les poteaux. Voilà, je trouve que c'est un bon candidat, un candidat assez intéressant, assez touchant. Il n'a pas le niveau d'une pointure malheureusement, surtout dans cette saison.
où il gagne, où il est un peu effacé, on va dire. Et voilà, pour parler des candidats, on a Phil, Phil qui pour moi, peut-être dans cette saison-là, le candidat le plus divertissement de Koh-Lanta, quoi. Il était exceptionnel dans cette saison. Tout ce qu'on veut de divertissement, il nous l'a donné dans cette saison, notamment aussi avec l'histoire sur le conseil surprise où il les mettre dans la merde Brice, là, en disant une alliance secrète, Ravière m'a envoyé espionner les rouges, j'étais un espion jaune chez les rouges pour déceler les informations pour amener à Brice et tout, mais le mec est parti loin, quoi. Il est parti super loin, et c'était super drôle et c'était super intéressant. Et pareil pour Brice, Brice qui était un candidat plus dans la réserve là que Phil. Phil c'était un peu infirmé comme le candidat super fort dans les épreuves, super intéressant à l'écran. Brice c'était plus subtil, c'était plus dans le jeu où il a été super bon. C'était un candidat qui avait su conserver, je dirais, l'unité jaune en étant un candidat vraiment détesté, qui avait vraiment pris beaucoup de votes contre lui. C'était vraiment presque à chaque conseil en réunification, il était à chaque fois en danger. Il a à chaque fois failli être éliminé. Sur les 2 conseils où Thierry il était éliminé, il a failli se faire sortir. Enfin voilà, donc voilà, il y a quand même eu pas mal de choses. Je peux aussi citer Thierry, Thierry qui a aussi été un candidat assez intéressant, surtout en réunification ou surtout dans son retour où il a vraiment été là pour, je dirais, pour abattre les jaunes avec une supériorité avec son vote noir. Malheureusement, il y a eu Bernard, Bernard qui disait je ne suis pas blanc, je suis gris. C'était pas mal marrant. Paix à son âme, malheureusement, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même assez triste pour un candidat qui, c'est vrai, a quand même une carrure, a quand même, je dirais, un look assez marquant. C'est vrai que il nous avait quand même pas mal marqué. En tout cas, il y a quand même des candidats assez, assez soporifiques, assez tout ça, comme même Ravière, on peut citer, qui était assez, beau parleur aussi. On avait quand même des candidats très intéressants dans cette saison, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un peu en dessous de toutes les saisons d'où je vous ai parlé, c'est-à-dire que Palau, Vietnam, la revanche des héros, Rajampat, mais ça reste pour moi dans le gros du panier de l'âge d'or, quoi. Pour moi ça reste une saison qui fait partie entièrement de l'âge d'or. Donc voilà, on a quand même la conclusion de cet âge d'or avec cette saison-là, et finalement comment ça ne peut pas continuer. On a tellement un Koh-Lanta qui est à son prime, qui est à son apogée. Koh-Lanta est au sommet, même niveau audience. Koh-Lanta est vraiment, pour moi, au meilleur de lui-même. On a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des bonnes saisons, et des moments cultes, des moments marquants. Mais malheureusement, Koh-Lanta va se prendre un mur alors qu'ils étaient en plein élan, un carton rouge. On se retrouve du coup la prochaine fois, pour le prochain épisode, pour parler malheureusement du drame de Koh-Lanta, de ce qui s'est passé forcément en 2013, et je pense que vous en avez entendu parler. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais pas tourné de vidéo, mais j'étais pas mal occupé. Je sais pas si j'aurai le temps de prendre un vrai rythme de vidéo, mais on verra. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!